Sandra. Bonjour monsieur le maire, monsieur Bonjour, le premier Alexandra. adjoint. Je vous attendais là, bien placé devant Le ce rendez-vous buste était de Frédéric Mistral. tout à fait magnifique. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre belle commune. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout de même. Commune qui a Belle l'air, année. merci beaucoup, dynamique, où il semble faire bon vivre, avec beaucoup de commerces, d'artisans, une belle programmation culturelle également. Et nous allons le voir avec vous dans un instant, monsieur le maire, beaucoup de choses également prévues en 2022, de grands chantiers, de grandes nouveautés que vous nous ferez partager dans un petit moment. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion pour vous de vous adresser directement aux Grésouillaises et aux Grésouillais, puisque cette année, malheureusement, vous n'avez pas pu organiser les vœux de manière traditionnelle. Tout à fait. Claude Sanchez, de quelle manière cette crise sanitaire a-t-elle impacté la vie du village ? En 2021, elle a fortement gêné la vie du village. Cependant, chaque fois, nous avons toujours essayé de retrouver la vie, maintenir la vie, faire que le village vive, et toujours dans le respect des contraintes sanitaires. Ça n'a pas été facile. Et concrètement, qu'avez-vous mis en place pour lutter contre la pandémie ici ? Depuis le début, nous avons voulu veiller à la santé de tous, tout en préservant la vie la plus normale possible. Ainsi, l'année dernière, sous l'annonce d'Inès Prieur-Delacombe, notre adjointe aux affaires sociales et à la santé, nous avons mobilisé les professionnels de santé, les infirmières. Elles sont nombreuses et c'est vraiment une équipe très active et performante. Les médecins, notre pharmacienne, les pompiers, tout ça, ça nous a permis de dépister, de suivre un peu l'évolution de la pandémie dans notre village. Et avec l'aide du conseil départemental, le fameux Vaxibus, on a réussi à organiser 3 journées de vaccination gratuite pour les Grésouillaises et les Grésouillais. C'était un service que nous voulions leur rendre pour faciliter justement cette lutte contre la pandémie. Et cette année, déjà en janvier, nous avons organisé des tests gratuits pour les enfants. Et aujourd'hui, s'est déroulée la 4e journée de vaccination gratuite, toujours avec l'aide du département, pour les enfants de plus de 12 ans et tous ceux qui en avaient besoin. Je crois que c'est en étant responsables, c'est ensemble que nous pourrons lutter contre cette maladie. Très bien, merci. Je préciserai quand même que le plus dur a été avec les écoles. Les écoles où malheureusement, bon je ne suis pas là pour polémiquer, mais les réglementations qui tombaient au niveau national du ministère de l'enseignement étaient vraiment successives, variées, changeantes. Et alors que nous vivions, nous, la réalité locale et que nous aurions pu très facilement, dans des conditions sanitaires tout à fait remarquables, mettre en œuvre les choses. De jeunesse et d'éducation, il sera question aussi dans les points que nous aborderons. J'aimerais bien continuer la visite. Vous voulez bien me servir de guide ? Nous allons continuer Allez, jusqu'à la salle Louis Lèbre, qui est notre salle sportive. D'accord. Alors, monsieur le maire, vous avez choisi de nous emmener devant la salle Louis Lèbre. Pourquoi ce choix ? Écoutez, pour moi, c'est toujours un peu d'émotion d'abord de voir le nom de Louis Lèbre et devant cette salle qu'on a voulu baptiser de son nom, parce qu'en fait, il y a 40 ans, c'est Louis Lèbre qui un jour m'a demandé de venir dans son équipe. Et c'est un maire historique puisqu'il a fait 44 ans de mandat et donc c'est lui qui m'a fait rentrer en politique. Ça fait 40 ans maintenant, moi, que je suis élu dans cette commune. Je suis toujours un petit pincement quand je pense à lui et on était très heureux de pouvoir lui dédier cette salle. Je comprends, donc vous souhaitiez lui rendre hommage aujourd'hui. On va peut-être entrer, vous allez montrer les différentes salles de ce Tout à fait, vous allez voir ce sportif. complexe qui est assez remarquable. Alors monsieur le maire, on va aborder les grands chantiers à présent de votre mandature et il en est un d'envergure, c'est l'aménagement de l'esplanade de la mairie qui sera officiellement inaugurée en juin, il semblerait. On va revenir, si vous le voulez bien, en images et en détail sur cet aménagement avec Augustin Tessier, qui est le conseiller municipal délégué aux travaux et à la gestion des bâtiments communaux. On l'écoute.
L'aménagement de ce carrefour visait deux objectifs, principalement la sécurisation de ce carrefour. On a créé un giratoire et qui permet de sécuriser les différents accès aux routes départementales, à l'avenue Notre-Dame du Château, à l'entrée du village et au futur pôle médical et zone commerciale. L'objectif, c'était de faire réduire la vitesse et de séparer les flux de manière à réduire ce danger. Alors nous allons mettre des feux tricolores. Il y avait également la traversée de la RD 99 par l'Eurovélo 8, la fameuse piste cyclable, ainsi que l'accès piéton au pôle médical qu'il fallait sécuriser à tout prix. Le pôle médical est un projet qui est porté par des praticiens du village, c'est un projet privé. Alors la zone commerciale, c'est une bande de terrain qui est prise sur le marché aussi, qui est en bordure de la départementale, en allant vers Tarascon. Il visera à compléter l'offre commerciale du village et à permettre l'implantation de nouveaux commerces et de développer ainsi la vie du village. Alors des aménagements, on l'a vu, qui permettront de sécuriser l'entrée du village et de redynamiser la commune d'une certaine manière. Tout à fait, c'est redynamiser parce que cette entrée sécurise effectivement l'entrée, mais surtout nous avons aussi le développement de deux gros projets le long de la 99 côté marché. Voilà. C'est important pour les cyclistes, puisque l'Eurovélo 8 croise aussi la 99, et c'est important pour les piétons qui voudront aller à la pharmacie, qui voudront aller au centre médical. Très bien. Alors beaucoup de nouveautés également en 2022 sont prévues dans votre village, puisque Saint-Étienne-du-Grèce va voir prochainement l'apparition d'un écoquartier. Alors pour en savoir plus à ce sujet, on en discute après avec vous, je vous propose de nous pencher sur la question avec Edgar Maréchal, adjoint délégué à l'urbanisme. Regardez. Nous avons créé un écoquartier qui favorise la mixité intergénérationnelle par un parcours résidentiel allant du petit appartement au terrain à construire. Les déplacements doux, à pied ou en vélo. Une architecture respectueuse de l'environnement et des modèles de construction de notre territoire. L'enquête publique sur l'évolution du PLU pour se mettre en conformité avec le SCOT, schéma de cohérence territoriale, vient de s'achever. Elle a été très favorable. La DTM, représentant l'État, a qualifié le projet d'exemplaire. Début novembre, une convention tripartite de PUP, partenariat urbain de projet, a été signée par le promoteur, la commune et la communauté de communes. À ce PUP viendront s'ajouter les aides du département et dans une moindre mesure celles de l'État et de la région. La mise en place de ces financements garantit la bonne finalisation de ce projet. Partie-là, qui est ici, est classée en zone naturelle. Là, nous avons le massif et là, la plaine. Nous avons une traversée ici avec des risques d'inondation collinaire. Faire un couloir pour que ces eaux qui venaient de se stocker ici puissent partir par là-bas et aller dans la plaine, dans les parties basses de la plaine. On s'est aperçu que sur les autres lotissements, il y a très peu d'espaces verts communs. Donc ça permettra aussi de créer un parc pour non seulement les gens qui vont venir habiter là, mais quand il sera cédé à la commune, ça permettra aussi à tous les habitants de venir dans ce parc qui ne sera desservi que par des pistes cyclables et piétonnes. Dans son état actuel, le terrain est déjà bordé de deux voies, le cours du Loup, ici, et le boulevard de la Fraternité. Ces voies seront maintenues, mais en plus, elles seront aménagées pour justement avoir d'abord ici un genre de fossé pour l'écoulement des eaux. Ce fossé sera arboré, vous le voyez ici, et sera doublé d'une voie pour éviter bien sûr la confrontation avec les véhicules et les piétons et les cyclistes. Il sera doublé, de part et d'autre, ici également, sera doublé d'une voie cyclable et piétonne.
Alors monsieur le maire, comment ce nouveau quartier va-t-il s'intégrer aux 2 quartiers déjà existants sur ce périmètre? Comment vont-ils cohabiter tous les 3? Eh bien, cohabiter, ce sera assez simple, parce qu'en fait, cet écoquartier va être un poumon d'oxygène entre 2 quartiers, un concept qui est tout à fait novateur et qui est un concept qui est aujourd'hui de plus en plus recherché par les gens, d'autant plus que les réservations sont prioritaires pour les grisouillers et nous avons à ce jour 80 grisouillers qui ont fait demander à être dans les réservations prioritaires. Alors on vient de le voir avec la création de cet écoquartier, que les questions d'écologie et de développement durable font partie de vos priorités. Avant d'en discuter avec vous, je vous propose d'écouter les explications également de Denis Arnoux, conseiller municipal délégué à l'environnement et au développement durable. Écoutez. L'objectif principal de la sécurisation des cheminements doux, c'est uniquement pour permettre aux enfants de pouvoir se déplacer en toute sécurité avec leur vélo, pour pouvoir également accueillir d'autres cyclistes sur ces pistes-là et des piétons. Donc dans un premier but, c'est la sécurité des personnes qui vont emprunter ces zones de cheminement doux. Donc le maillage sur notre commune de l'Eurovélo 8, qui est la liaison entre Athènes et Cadix, en passant par plusieurs pays, plusieurs régions, et notamment la nôtre, est quasiment opérationnel. Partant de la jonction à l'est, côté Tennis, pour se terminer à l'ouest, avant la traversée sur la route d'Avignon, sur une longueur à peu près de 3 km. Et cette opération a été réalisée par le conseil départemental 13. Donc la création de la continuité de l'Eurovélo 8 sur le chemin de la Malotière, entre la salle multi-activités, le jardin d'enfants, le City Park et l'avenue du Stade sera réalisée. Ce tronçon permettra la liaison avec le quartier de l'Orade, la desserte des arrêts de car, le stade d'entraînement et le futur parking d'accueil et de covoiturage le long de la route de Tarascon. Les aménagements de ce parking d'accueil permettront d'une part, avec la plantation d'arbres, de créer pour les automobilistes un effet visuel entonnoir pour réduire la vitesse en entrée d'agglomération. D'autre part, il est conçu dans un esprit jardin, il sera arboré, le revêtement de surface sera minéral et perméable. En plus, il accueillera une aire de repos ombragée avec des indications touristiques et commerciales pour notre village. En continuant sur la partie ombragée, nous traversons le Viguera et au carrefour suivant, nous avons également une bretelle de desserte vers le quartier de l'Orade et la zone d'activité qui permet le maillage complet de cette zone. Alors vous souhaitez faire du développement durable une démarche globale sur la commune. D'ailleurs, quelques exemples illustrent déjà cette action. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, effectivement, c'est un des points forts du programme que nous avons mené sur la première mandature et que nous menons sur cette mandature. La réalisation du cœur de village en est la preuve avec une zone partagée où cyclistes, piétons et automobilistes ont les mêmes droits. Au-delà de ça, il y a l'aspect village fleuri. Le choix que nous avons fait de fleurir le village, mais de le fleurir d'une manière méditerranéenne. Et au-delà donc de village fleuri, nous avons participé aussi avec le conseil régional au développement de l'implantation d'une centaine d'arbres. Alors une commune qui se tourne vers l'avenir, bien évidemment, on l'a vu, mais qui a également à cœur de protéger son patrimoine. Illustration avec la rénovation de Notre-Dame du Château, dont nous parle Jacques Jodard, conseiller municipal en charge du patrimoine. Regardez. La chapelle de Notre-Dame du Château, chère au cœur des Grisouillers, va être rénovée. Un projet patrimonial pour préserver le symbole et l'emblème du village. La restauration sera entièrement financée par l'État, la région et la Fondation du Crédit Agricole. Tous les Grisouillers portent en eux, disons, ce monument qui représente tout à fait la commune, son caractère vivant et festif. L'architecte a déjà été choisi.
Les travaux débuteront fin 2022 pour la restauration à l'intérieur de la chapelle ainsi que les façades. Un repère et quelque chose de magnifique. Pour vous, monsieur le maire, il est absolument primordial de préserver votre patrimoine. Écoutez, oui, le patrimoine dans une commune, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est fondamental, ça fait partie de l'histoire. Nous, on a un objet patrimonial fort qui est Notre-Dame du Château, qui est l'objet d'un pèlerinage d'ailleurs qui attire énormément de monde. Alors, ce n'est pas le seul objet patrimonial. Nous avons aussi, dans cet esprit, avec l'accord de la direction des monuments historiques, déplacé la Mourgue, que nous avons mis en cœur du village. La Mourgue marquait dans l'époque gallo-romaine l'entrée des grandes propriétés agricoles, et c'est un emblème pour nous, marqueur de notre village. Alors le patrimoine, on vient de le voir, mais la culture au sens large et la tradition font également partie des points que vous souhaitez renforcer et même développer. Je vous propose de voir quels sont les points forts de votre commune en la matière avec Elisabeth Rabouin, conseillère municipale déléguée aux traditions, à la culture et aux festivités. La volonté de l'équipe municipale aujourd'hui, c'est de transformer cette bibliothèque en un pôle culturel. Notre aménagement, on essaiera de développer des espaces, c'est-à-dire l'espace des tout-petits, mais aussi l'espace des jeunes et l'espace des adultes. C'est un gros projet, il va falloir agrandir ce bâtiment. Donc bien sûr, on va travailler et avec la direction des affaires culturelles et le département des Bouches-du-Rhône. C'est aussi les traditions provençales et c'est les taureaux. C'est la feria des tauromachie, où on permet de faire découvrir la tauromachie espagnole, la tauromachie landaise et la tauromachie camarguaise. Bien sûr, la Saint-Éloi, où on a la carrette ramade, donc cette tradition de faire tirer une charrette décorée par des chevaux de trait, mais il faut leur offrir du théâtre, de la musique. Il faut leur faire permettre de découvrir des soirées comme on a fait avec les Nuits Bleues, le festival à part avec ses fresques sur les murs du silo. Tout ça, c'est une culture qui a été apportée aux habitants. Il y a un grand projet qui est en cours depuis plusieurs années déjà. Et ce projet s'appelle Pratique et savoir-faire des gens de Bouvines. Face à l'entrée de l'école, on a mis ce buste de Frédéric Mistral avec une phrase dessous. Qui dit que notre volonté, c'est que nos enfants parlent la langue de leur terre, la langue de leurs aïeux. En parlant cette langue, qu'on est libre d'être provençaux. Pour 2022, c'est le Pays d'Arles qui a été désigné capitale provençale de la culture. Donc, dans ce contexte-là, chaque commune du Pays d'Arles est invitée à intégrer ce dispositif qui permet de créer ou de développer une activité culturelle sur le territoire. Et bien sûr, Saint-Étienne-du-Grèce va s'inscrire dedans. Ça va être une manifestation supplémentaire. Alors vous développez sous cette mandature du contenu culturel avec un programme annuel de spectacles, par exemple le développement de la bibliothèque. Le renforcement de l'offre culturelle semble vous tenir particulièrement à cœur. Est-ce qu'on peut dire aussi que finalement, en ce moment, on a plus besoin de se divertir qu'à l'accoutumée ? Oui, on peut le voir comme ça à cause des périodes Covid, mais il n'y a pas que cette raison. Alors, sans vouloir non plus faire trop de prospective, mais l'idée de mettre en place petit à petit un projet culturel, un programme culturel avec des dates qu'on retrouvera d'année en année, c'est aussi parce que nous travaillons déjà aujourd'hui pour la prochaine mandature. Vous savez, les projets demandent beaucoup de temps. Une restructuration de notre salle culturelle, Pierre-Emmanuel, et donc c'est l'occasion si nous la restructurons, de pouvoir aussi y proposer à l'avenir un véritable programme. La commune fait partie du parc naturel régional des Alpilles, dont la réputation et la renommée ne sont plus à faire, un site précieux qu'il nous faut protéger bien évidemment. Je vous propose d'écouter sur le sujet Yves Durand, adjoint délégué à l'agriculture.
forêt représente environ un tiers, puisque la commune faisant 2800 hectares. Nous avons une belle forêt dans les Alpilles, mais pour rester en bon état, la forêt doit être entretenue. À Saint-Étienne-de-Grèce, nous avons environ 1100 hectares de forêt publique privée. La forêt publique est gérée par l'ONF, l'Office national des forêts, 850 hectares. Nous faisons en moyenne 20 hectares par an de coupe de bois d'amélioration. Nous faisons aussi environ 10 km de débroussement de chemins en collaboration avec l'ONF. Un PIDAF est prévu à l'ouest du Mas de Pomé en collaboration avec le parc et des subventions de l'Europe, la région, le département. Une retenue collinaire sera faite sur le Gordes de Pascal courant de l'année pour protéger en cas de gros orages le chemin romain. Et puis nous faisons, comme toutes les années, la plantation d'arbres pour les enfants nés dans l'année précédente. À la cabane du Garde, nous avons fait un chemin pédagogique où on indique le nom des arbres et nous avons fait un chemin de relaxation avec des tables, avec des lits en bois installés. Alors, la commune fait partie du parc naturel régional des Alpilles que vous présidez. Vous êtes également président de la fédération des 9 parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et vice-président de la fédération nationale des parcs de France. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte à votre commune de faire partie de ce parc naturel régional ? Alors ça apporte beaucoup de choses. D'abord parce que c'est les Alpilles, et que les Alpilles sont mondialement, et la Provence mondialement connues. Et enviées. Comment ? Et enviées. Et enviées, c'est exact. Mais ça apporte aussi un développement touristique supplémentaire. Nous marquons aussi bien des commerces que de l'hôtellerie, que des pratiques d'élevage, etc. Donc de donner un label à un ensemble de pratiques sur ce territoire. Mais au-delà de ça, si vous voulez, l'intérêt et ce qui fait le fondement de la vie d'un parc, c'est la relation entre homme et nature. Et c'est de montrer que nous sommes dans ce territoire, nous inventons une nouvelle manière de vivre. Voilà. Et qui sera, je le crois très sincèrement, vu l'évolution de notre monde, qui sera la manière de vivre de demain, que nous devrons respecter si nous voulons continuer à avoir les espaces que nous avons et les espaces protégés, entre autres, que nous avons. Alors tout autre thème à présent, et c'est l'un des thèmes forts de votre mandature également, il s'agit de la sécurité. Alors voyons ce qui est prévu en ce sens avec Catherine Véran, conseillère municipale déléguée à la sécurité. On l'écoute. À mon avis, ce sont des gens qui sont responsables. C'est important pour le bon vivre des Grésouillais, pour vivre en sécurité. À ce jour, 34 caméras de vidéoprotection sont en place. Leurs images sont centralisées au CSU, Centre de sécurité urbain, et ne sont visibles que par la police municipale et les personnes habilitées durant 15 jours. La gendarmerie de Saint-Rémy, seulement sur réquisition, peut demander à voir les séquences en lien avec les enquêtes en cours. Les statistiques fournies par la gendarmerie nous prouvent l'efficacité de ce dispositif. Nous travaillons désormais sur une 3e tranche de caméras aux entrées et sorties des lotissements. Nous avons mis en place la limitation de vitesse à 30 km/h en agglomération, avec 2 zones à 20 km/h en cœur de village et devant la mairie. 4 radars pédagogiques seront installés au cours du premier trimestre. La police municipale a un rôle prépondérant à Saint-Étienne-du-Grèce, notamment pour la sécurité sur le marché aux fruits et légumes André Vidot et lors des divers événements. Le départ en retraite d'Éric Offan devant être remplacé, c'est chose faite par Florent Long, qui vient de prendre ses fonctions. Dans une volonté de modernisation, ils seront équipés de caméras piétons et dotés d'un nouveau véhicule électrique. Je pense la majorité des gens, oui. Parce que d'ailleurs, beaucoup de gens veulent venir habiter au Grèce. C'est un beau village, on se sent bien, on y vit bien, très agréable.
Alors aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous au niveau local justement pour assurer la sécurité de vos concitoyens? Alors là, vous posez une question tout à fait passionnante et intéressante pour nous, en tout cas pour un élu local. Le problème de la sécurité n'est pas un problème municipal, a priori. C'est un problème régalien. La sécurité en France est la responsabilité de l'État. Alors je le dis, je le répète, parce que financièrement, personne ne nous donne les moyens de pouvoir développer, nous, une politique sécuritaire telle que nous aurions envie de la développer, nous, devant le manque de moyens que l'État met en œuvre dans nos communes. Eh bien, toutes les communes, petit à petit, développent ensemble des moyens pour essayer d'avoir une sécurité la meilleure possible sur ce territoire. D'accord. Alors une commune très attractive, on l'a vu, et qui attire chaque année de nouveaux et nombreux commerçants. Je vous propose de faire le point justement sur la situation avec Jean-François Galleron, conseiller municipal délégué au développement économique et au commerce. On l'écoute. Suite aux nombreux travaux qui ont été faits depuis 2014, le village est devenu plus attractif et aussi bien au niveau touristique, les gens viennent de plus en plus volontiers au Grèce, donc nous sommes à l'écoute de nos commerçants. Le commerce de proximité est essentiel au bien vivre, c'est un formidable tissu social. L'étude réalisée par la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Arles, et de la CCVBA avait révélé les attentes des habitants du Grèce dans leur souhait de nouveaux établissements commerciaux. En 2021, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux commerçants et artisans au Grèce. Nous avons la plomberie Arlotto, restauration de meubles Lambelli, fromagerie au gré des envies, l'institut de massage et spa L'Instant M, cabinet des soins Audrey Allemand et Marie-Chloé Pujol-Moata, et enfin le salon de coiffure L'Artisane. D'autre part, la mairie utilise son droit de préemption des rez-de-chaussée à vendre sur l'avenue de la République pour faciliter la venue de nouveaux commerçants ou artisans. Enfin, la Chambre régionale des métiers et la CCVBA s'efforcent de trouver au plus vite un repreneur pour l'ami Louis. En effet, une seconde boulangerie s'avère être un commerce essentiel et indispensable à la vie de notre village. C'est l'image d'un village dynamique, donc nous faisons tout pour attirer et faciliter dans la mesure du possible leur installation. Alors monsieur le maire, le développement économique dans le cœur du village est important. Vous allez d'ailleurs ouvrir une nouvelle zone commerciale dans la continuité du pôle médical. Quel est l'objectif de cette nouvelle zone ? Alors l'objectif de cette zone, c'est de donner un espace, enfin c'est le dernier espace d'ailleurs qui dans le cadre du plan local d'urbanisme est possible pour le développement de commerce, parce qu'un village qui se développe, un écoquartier qui se crée, ça va être quelques centaines d'habitants. Pour cela, fait faire une étude par la Chambre de commerce, la CCI d'Arles et la communauté de communes de la Vallée des Baux, pour savoir quel type de commerce les Grézouillais attendaient. Il y avait aussi une demande de retrouver un commerce d'ailleurs qui a existé, qui était là où se trouve actuellement le Grévin, c'était Coccinelle, une sorte de petite supérette, et ça a été 70% approximativement des Grézouillais ont demandé de retrouver ce type de commerce. Alors changement de décor, après avoir vu la salle de sport collectif et la salle de danse, on se retrouve à présent dans la salle de judo. Il y a beaucoup de salles dans ce complexe. Oui, c'est un vrai complexe sportif important et très très utilisé. Et qui accueille beaucoup de jeunes, j'imagine. Alors l'avenir d'une commune passe bien évidemment par la jeune génération aussi. De nombreuses actions sont menées ici pour que ces jeunes évoluent et étudient dans les meilleures conditions possibles. Illustration au cœur de l'école du village avec Céline Castel, adjointe déléguée à l'éducation. On l'écoute. Confort de nos élèves. On a déjà installé la climatisation dans l'ensemble de l'école et ainsi qu'à la cantine. On a procédé cette année à la réfection des toitures de la maternelle et une partie de l'école élémentaire. L'aménagement d'une classe déjà existante pour la maternelle.
On procédera aussi à des travaux au sein de la cantine. Tout ça pour pallier à l'augmentation des nouveaux petits grisouilliers qui vont arriver suite au projet de l'écoquartier. On a prévu en fait selon des études la possibilité de 2 classes supplémentaires. On a eu à cœur de développer des repas proposés à la cantine pour répondre à la loi Egalim. En fait, cette loi nous impose à partir du 1er janvier 2022 que les repas soient constitués d'au moins 50% de produits issus de filières durables et de qualité, donc 20% de bio. Donc on a travaillé justement à la recherche de nouveaux fournisseurs. Pour les fruits et légumes, on se sert sur le marché. Au niveau de la pêche, nous avons le poissonnier du village, la boulangerie du village, la boucherie du village. Pour améliorer encore la qualité des repas, on s'est doté d'un agent supplémentaire cette année parce qu'il faut savoir que les produits sont travaillés sur place et tout est fait maison, de l'entrée jusqu'au dessert. Effectivement, on reste toujours sur un tarif à maintenant 3,15 €, ce qui reste vraiment très très bas par rapport au prix de la cantine des villages environnants. En mettant en place un travail sur la lutte sur le gaspillage alimentaire, on va aussi placer un compost au sein de l'école. On fera aussi participer les enfants à travers des ateliers et que maintenant les parents regardent de plus en plus les menus et nous sollicitent pour venir manger et goûter à la cantine avec leurs enfants. Alors ces jeunes, vous avez souhaité les impliquer au mieux dans la vie du village. De quelle manière? Expliquez-nous. Par la création d'un conseil municipal des jeunes qui est sorti des urnes et qui s'est déjà réuni et qui a déjà commencé à mettre en œuvre des actions. Alors je vous propose de les voir à l'œuvre justement ces jeunes au sein de leur conseil municipal. Regardez. Le conseil municipal des jeunes est un engagement fort de cette mandature. Il a pour but de donner la voix aux plus jeunes en considérant leurs idées, les permet d'être à l'écoute de leurs besoins et de leurs envies pour améliorer leur quotidien dans le village. Nous avons fait cette élection le 16 octobre 2021. Nous avions 27 candidats, 70 votants et 12 élus de 10 à 17 ans. Ces résultats montrent que les jeunes avaient vraiment un intérêt pour cette première élection du CMJ de leur village. Le premier conseil municipal des jeunes a été introduit par Monsieur le maire, qui a bien insisté auprès de cette première réunion auprès des jeunes conseillers l'importance de privilégier l'intérêt public à tout intérêt privé. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien compris cette notion. Ensuite, pu créer les diverses commissions qui sont au nombre de 3. Puis les jeunes conseillers ont pu décider de lancer un petit concours pour faire place à l'imagination des jeunes grisouillés pour la création de leur logo. Nos jeunes conseillers ont déposé un dossier de candidature d'appel à projet auprès de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Ce projet consiste à proposer aux grisouillés de plus de 10 ans une formation d'une demi-journée qui sera entièrement gratuite pour se former au premier secours. Alors concrètement, comment vous travaillez avec eux? Comment vous font-ils remonter leurs décisions, les informations? Non, on est là pour ce que les gens ont besoin. On doit répondre à une attente de service que nous demandent nos concitoyens. Après, bien sûr, on le fait avec nos moyens. Ça, c'est ce qu'on essaie aussi de leur faire comprendre. Ils sont en train de faire des recherches budgétaires. Nous leur donnerons aussi des moyens propres. Parce qu'avoir envie d'être conseiller municipal des jeunes, ça veut dire que quand même, dans la tête, on a une envie de politique publique. On a envie d'aider ses concitoyens. Absolument. Eh bien, merci, Monsieur le maire, pour cette balade. Déjà, et merci au cœur de votre village. Merci d'avoir abordé tous ces thèmes qui vous tiennent à cœur et qui seront justement de beaux projets à mener en 2022. Alors on en a évoqué pas mal des projets, mais y en a-t-il justement dont vous nous auriez pas parlé encore? Bien sûr qu'on a des projets. J'en ai effleuré un tout à l'heure, à la restructuration de toute la salle Pierre-Emmanuel et de son environnement, avec une salle d'exposition, peut-être une petite salle qui soit une salle
réservé au spectacle. On y travaille et voilà, ça c'est un gros projet pour demain. Sur le développement des pistes cyclables, on en a aussi bien sûr sur le développement du village fleuri, j'en ai dit quelques mots, mais on a plein de projets aussi pour faire un jour obtenir les 3 fleurs du label village fleuri. Le village prudent sur lequel on a travaillé en parlant de la sécurité, mais on a là aussi des projets à développer avec des caméras, avec la visualisation faite par la police municipale de nos caméras. La vie fait que on vit de projets et on vit d'avenir. Oui, je peux rester encore quelques mandats, oui, pas de problème. Bien sûr, on vous le souhaite. Et puis l'occasion de souhaiter vos vœux aux Grisouillaises et aux Grisouillais aujourd'hui. Des vœux d'abord de se retrouver ensemble, des vœux de pouvoir retrouver nos festivités telles que notre grande fête du 8 mai, nos Saint-Éloi, nos soirées théâtrales, musicales, faites par nos associations grisouillaises. De retrouver autour d'un verre, autour d'une table, ça c'est le premier souhait. C'est aussi des remerciements. Parce que vous savez, l'action municipale, elle ne se fait pas seule, elle se fait avec des équipes, elle se fait avec un conseil municipal. Donc c'est remercier mon conseil municipal du travail effectué, parce que c'est très prenant. Remercier bien sûr nos équipes techniques, notre équipe administrative, bien sûr. Remercier toutes nos sapeurs-pompiers, qui sont des volontaires, notre police municipale, bien sûr. L'ensemble aussi de notre corps médical, de nos infirmières, de nos docteurs, de tous ceux qui ont participé au Covid, qui ont participé avec nous à ces séances où nous avons pu vacciner, donc leur dire merci, un grand merci dans une période où on a demandé un investissement qui est plus fort que d'habitude, mais en même temps avec des contraintes très lourdes. Et si je devais avoir un mot de conclusion, en provençal, vous savez qu'on aime bien faire les revivre, eh bien moi j'aimerais que nous puissions demain revivre avec un grand re et un vivre que nous retrouvions dans de nombreuses années, mais sans les contraintes Covid que nous avons aujourd'hui. Belle conclusion. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour votre accueil dans votre belle commune. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura répondu à toutes vos interrogations. Et puis, permettez-moi de vous souhaiter également une très belle année 2022. Belle et bonne année à tous et à toutes.